Bonjour, j'ai envie de dire bonjour à toutes et tous. Effectivement, il y a suffisamment de monde pour que ce soit toutes et tous. Donc merci d'être là, merci pour votre attention. Je suis François Sauret, je suis responsable du secteur public chez HPE. Ah, c'est super, voilà, on vient d'être annoncé, il y a du monde qui va arriver. Et donc Valérie? Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Valérie Da Fonseca et je suis donc partie de la société Hewlett-Packard Enterprise et je m'occupe au niveau global des ventes de notre portefeuille des solutions Hybrid Cloud. Merci Valérie. On est alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, à peu près 10. Sur les 10 ici, normalement, vous êtes à peu près tous soit en train de proposer de l'innovation, soit vous êtes à la recherche d'innovation pour vous permettre, en l'occurrence, d'atteindre des objectifs financiers, des objectifs environnementaux, des objectifs métiers. Et sur les 10, normalement, il y en a 3 qui vont y arriver. C'est pas moi qui le dis, c'est le BCG. Alors le BCG a toujours raison en vrai. Non, le BCG n'a pas toujours raison. Mais on retrouve souvent, effectivement, ce thème. Et quand on regarde un petit peu pourquoi, finalement, ce qu'on constate, c'est le fait que l'IA est effectivement partie prenante de l'innovation. Aujourd'hui, c'est passé d'une innovation à un outil pour innover. Et si vous êtes là, vous en êtes très conscient. Le fait est que arriver à poker, faire des preuves de concept, comme on dit en bon français, d'usage métier, de cas particuliers ou en tout cas de tests, on peut y arriver assez simplement, facilement, avec des ressources et des données limitées. Et ça peut permettre de dire, d'entrevoir une capacité à innover. Quand je dis globalement 3 sur 10 des personnes qui sont ici vont parvenir à leur fin, c'est que pour que ça ait de la valeur, pour quelle quantité que ce soit, il faut que ça puisse être mis à l'échelle. Faire des modèles sur des périmètres restreints, en loin des ressources informatiques, c'est une chose. Faire vivre ces modèles, faire vivre cette IA pour maintenir la capacité de cette innovation à être pertinente, c'est-à-dire être entraîné régulièrement avec de la nouvelle donnée, avec des paramètres qui évoluent en constante, la vraie vie, c'est un sujet de fond. Et c'est un sujet de fond parce qu'à la fin, souvent, il y a une confrontation avec l'informatique, avec les services qui vont délivrer à l'échelle ceci. Et alors, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est que ça pose un certain nombre d'enjeux. À la fin de la journée, encore une fois, si l'entité doit vouloir utiliser le bénéfice du modèle d'IA et d'innovation, il va falloir dire, OK, je veux m'approprier ce sujet et je vais devoir me confronter à un certain nombre de points. Le premier, j'ai besoin d'agilité. Le deuxième, j'ai besoin de performance. J'ai besoin évidemment que ce soit pas cher. J'ai besoin que ce soit souverain. Dans certains cas, je veux pouvoir maîtriser mes données parce que vous comprenez, il y a un tas de réglementations qui arrivent. Et puis, en plus de ça, j'ai des compétences, mais je n'ai pas toutes les compétences pour faire tourner. Et ce que je faisais avant quand je jouais mes ressources, j'aimerais que vous fassiez la même chose. Dans 99% des cas, en face, on va avoir des gens qui ont un historique informatique à gérer, qui ont des problématiques de coûts, qui ont des problématiques de compétences, qui n'aiment pas trop se voir mis en concurrence, parfois en interne, avec les sujets. Et donc, en fait, il faut penser à la fois à l'innovation, évidemment, sur les cas d'usage, les métiers, mais aussi sur la capacité à réfléchir à long terme, à prendre en compte la façon dont ça pourra passer à l'échelle demain. Et c'est la promesse que Hewlett-Packard aujourd'hui se propose de partager avec vous. Très bien. Donc juste pour rebondir sur ce que François vous expliquait, donc effectivement d'un côté on a les opérationnels, les DSI qui finalement ont des maux de tête parce qu'ils doivent répondre aux besoins métiers en disant qu'ils veulent cette agilité, qu'ils veulent cette rapidité, et ça va jamais assez vite. Ça va jamais assez vite, et ce qui fait qu'on finit par créer des silos. On recrée des silos. Tous les sens. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, donc depuis 10-15 années, tout le monde a démarré son modèle opérationnel vers le cloud public, et donc avec toutes les promesses du cloud qu'on connaît, et pour de très bonnes raisons. Donc effectivement, tout le monde a démarré avec des stratégies qui étaient cloud first. On commence nos migrations, on va très vite, et à un moment donné, on se rend compte que pour des raisons de performance, pour des raisons de souveraineté, pour plein d'autres bonnes raisons, et maintenant aussi pour des raisons de coût,
cette migration, finalement, n'est pas 100% réussie et on se retrouve tous avec des environnements hybrides. Et on se retrouve avec des environnements hybrides, non pas parce qu'on l'a décidé et on l'a défini, mais on s'y est retrouvé de manière accidentelle. Donc, quand on rajoute les besoins de l'IA aujourd'hui, où on définit tous aussi nos nouveaux modèles, on se dit comment on peut définir cette nouvelle stratégie, et cette fois de manière intentionnelle, définir une vraie feuille de route, un vrai modèle opérationnel qui va pouvoir unifier toute la DSI. Et quand on dit ça, c'est que ça va être une plateforme qui va amener les utilisateurs métiers, mais aussi notre direction financière, notre direction IT, à travailler sur un même socle, avoir exactement la même vue d'ensemble, et puis finalement répondre aux besoins de chacun. Et donc vous voyez, là cette fois-ci, c'est pas BCG, c'est IDC qui le dit. Ils ont toujours raison aussi, IDC. On va prendre tous les grands consultants, hein, mais on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, il y a quand même 88% des environnements qui sont hybrides. Et comme je le disais, si on essaye de comprendre dans ces 88% qui l'a vraiment défini, il y en a très très peu. Quand on regarde au niveau des applications, il y a encore plus de la moitié des applications qui ne sont pas sur le public. Et quand on parle d'exécuter sur site, ce n'est pas forcément le data center, le centre de données on-prem, enfin sur site. C'est aussi les données dans les périphéries, c'est aussi ce qu'on a d'hébergé chez plusieurs hébergeurs. Et donc tout cet environnement en fait, est complètement siloté. Et on se rend bien compte qu'on a besoin d'aller au-delà dans un modèle opérationnel, définir une vraie feuille de route sur notre modèle hybride pour savoir exactement comment je peux avoir mon socle et puis avoir mes applications toujours au bon endroit, au bon prix et puis optimiser par rapport à ce dont j'ai besoin à un moment donné. Et en ce qui concerne le GenAI, 50% des entreprises disent déjà qu'ils utiliseront leurs propres infrastructures pour le GenAI. Belle ambition. Et donc ? Et pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et je pense qu'on a encore beaucoup à définir. Il y a des cas d'usage à définir. Il y a d'abord savoir où est ma donnée, comment je peux l'intégrer. Si on n'a pas cette vue unifiée de la donnée, c'est impossible de partir sur ça. Donc, je vous ai refait le contexte juste pour voir justement remettre les concepts dont François parlait au début en termes de vitesse, sécurité, coût, performance. Et si je vais sur le modèle suivant, vous verrez que là, en fait, pardon, je suis allée un peu trop vite. Ce qu'on vous dit, c'est non seulement il faut définir votre stratégie hybride, bien sûr vous allez continuer à être sur des modèles multi-cloud, bien sûr vous allez continuer à intégrer toute la donnée sur les périphéries. Mais il vous faut une véritable stratégie de cloud moderne, de cloud privé moderne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez vouloir avoir exactement la même expérience, les mêmes attributs que l'on associe normalement au cloud public, mais sur un environnement sur site. Et je ne veux pas vous le redécrire, je pense que beaucoup l'ont vu. On a fait des clouds auto-assemblés qui sont impossibles à gérer, à maintenir, qui ne nous accompagnent pas dans l'évolution de la société, qui ne donne pas ce dont les besoins... On a recréé le SICOP des clouds finalement. Hein, on avait plein de marques avant, maintenant on a plein de clouds. Non, voilà, donc c'est pas nouveau. Mais donc aujourd'hui, nous, là, on essaye d'amener nos clients. Quand je vous parle de cette automatisation, c'est vraiment une stack de bout en bout sur un modèle sur site qui sera connecté non seulement aux périphéries, mais aussi aux hébergeurs, qui sera connecté sur tout votre environnement multi-cloud. Donc imaginez une plateforme d'infrastructure intelligente avec le bon niveau d'orchestration, avec l'automatisation au-dessus, et en plus la bonne visibilité qui vous permettent d'aller vers quelque chose qui vous donnera exactement la même expérience sans que vous ayez à savoir où votre application va résider. Qu'elle soit sur un cloud public ou sur votre site on-prem ou dans une périphérie, finalement, ce sera complètement abstrait. Il y aura une couche d'abstraction qui fera que vous aurez exactement la bonne ressource au bon moment, au bon coût, parce qu'on aura mis les bonnes règles au-dessus. Et donc, pour revenir sur les attributs, je pense le self-service, le self-serve, le fait de pouvoir donner aux développeurs exactement les mêmes outils qu'ils ont sur le cloud,
mais on-prem, avoir exactement la même capacité de développer de manière agile, c'est ce que l'on veut apporter sur cet environnement. Quand on parle aussi de gouvernance et de contrôle, vous avez besoin non seulement d'avoir votre finance contente, savoir qu'aujourd'hui, ce que vous avez défini, ça rentre dans les cases, c'est contrôlé, ils peuvent faire du showback, du chargeback, tout est complètement piloté au niveau de tous vos environnements. Vous avez aussi des tableaux de bord qui permettent de vérifier toute la partie conformité aussi, toute la partie souveraineté qui vous permet finalement d'avoir la même expérience, mais tout en contrôlant vos données. Exactement, en anticipant les problématiques de réglementation. Voilà, et aussi toute votre IP, que vous n'ayez pas à la mettre à risque. Et quand on est dans des environnements où les cyberattaques sont de plus en plus grandissantes, quand on doit répondre à des problématiques de conformité, de conformité, de sécurité. Je pensais à Dora, on parlait avec, oui, effectivement. Avec des acteurs de la banque qui nous expliquaient que c'était très bien de passer sur ce genre de système, mais ils avaient besoin d'avoir une fonctionnalité qui leur permette de couper la connexion en cas de cyberattaque. Donc, imaginez avoir exactement votre cloud complètement piloté, connecté, mais en cas de cyberattaque, il y a une fonctionnalité qui vous permet de déconnecter complètement vers l'extérieur votre cloud, tout en gardant la possibilité d'opérer et ne provoquer aucune disruption dans votre modèle. Et on s'est appliqué cette innovation. On s'est appliqué cette innovation parce qu'en fait, HPE, je ne sais pas quelle est votre perception aujourd'hui d'HPE, mais globalement, effectivement, historiquement, on est fabricant d'infra. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, HPE, effectivement? On a décidé il y a 10 ans, 15 ans, de prendre le pari du fait que demain, les ressources informatiques, elles n'iront pas forcément dans du cloud public à 200%. En tout cas, pas sur les 50 prochaines années. Pour l'instant, le pari semble plutôt réussi. Et avoir fait ce pari, ça suppose avoir investi dans un ensemble cohérent pour arriver à proposer l'expérience dont on vous a parlé, l'expérience de cloud, qui demain, et en tout cas aujourd'hui, vous permet de prendre les modèles d'IA qui servent à vos innovations pour pouvoir les mettre en production à l'échelle pour en faire des succès de plus grande ampleur. Et ça a commencé il y a très longtemps avec l'idée que dans l'expérience, il y avait la notion de la consommation à la demande, il y avait la capacité à intégrer déjà les workloads existants, les machines virtuelles, le bar métal, puis après les plateformes de modèles as a service. Ensuite est arrivée la notion de GenAI, d'IA générative, qui finalement un aboutissement du traitement de la donnée, puisque à la fin de la journée, c'est parce qu'on a le calcul, le stockage et les solutions logicielles qu'on a réussi à faire ce qu'on appelle de l'AI. Et aujourd'hui, la dernière brique apportée à cela, c'est cette capacité à rendre la chose privée selon le curseur que l'on veut. C'est-à-dire que faire ce que l'on fait dans du cloud public, on peut le faire aussi chez soi, à la maison, en étant déconnecté. Donc dans certains cas, lorsqu'il faut pouvoir déclarer qu'on est en maîtrise totale de ces données, lorsqu'on est on doit déclarer que le système est robuste, être complètement déconnecté est un avantage. Être déconnecté jusqu'ici, ça voulait dire perdre la souplesse, perdre ce qui permettait à nos modèles de s'entraîner, perdre ce qui permettait encore une fois, soutenir l'innovation qu'on a développée. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Ça intéresse effectivement une partie des clients, mais globalement, vous pouvez mettre le curseur où vous voulez là-dessus. Et c'est un ensemble cohérent que propose HP aujourd'hui pour que vos IT, les IT auxquels vous faites souvent appel, in fine, pour mettre en œuvre ces innovations, puissent être équipés pour répondre à vos besoins. Et si je peux rajouter par rapport à ce que tu disais sur les environnements déconnectés, je pense que là où on apporte quelque chose de vraiment différenciateur, c'est qu'on apporte une fois de plus exactement la même expérience sur un environnement déconnecté. C'est-à-dire que vous allez avoir le même niveau d'automatisation, le même niveau d'orchestration, sans être connecté à Internet. Et ça, je pense que ça apporte vraiment une expérience qui est vraiment différente. Et autre chose que j'aimerais aussi ajouter sur cette feuille de route, comment nous, on est allé avec notre vision de full stack intégré. Lors de nos acquisitions, donc on a acheté OpsRamp sur la partie observabilité,
Morpheus qui nous a permis d'apporter justement toute cette couche d'automatisation, d'orchestration, c'est notre cloud management platform, mais elle nous a aussi permis d'accélérer notre réponse dans le monde de la virtualisation, donc la partie de l'hyperviseur, comment on peut donner finalement une alternative au marché qui permettra un peu plus de liberté aussi dans tout leur choix de virtualisation. Pour être en cohérence, c'est exactement ça. Et puis parlons de clients. Je pense que parlons de cas réels. Là, c'est illustrer le fait qu'en fait, finalement, une fois qu'on peut réfléchir à ce socle, on est dans tous les cas d'usage possibles. Quelques cas qui sont assez emblématiques, c'est vrai, mais dans le monde de la banque, tout simplement pour arriver à être capable d'avoir plus d'opérations, pour avoir de l'expérience client. On a des banques qui ont des problématiques réglementaires que vous imaginez. On a aujourd'hui la capacité à proposer des modèles d'IA intégrés au niveau de la banque sur les données de la banque, qui ont été développés peut-être dans des modèles de cloud public, mais qui ont été ramenés à l'échelle. Donc Cambrian en est une. Danfoss, au niveau de l'industrie 4.0, qui a mis en œuvre dans ses usines les capacités à analyser l'ensemble des datas de la robotique et qui, au niveau du process industriel, permet d'anticiper, bien sûr, les problématiques de maintenance, mais aussi d'imaginer de nouveaux modèles. Pareil, problématique des propriétés intellectuelles, donc avec des solutions qui sont innovantes, qui ont été développées par des startups, par des doctorants, etc., mais qui ont réussi à intégrer ces éléments en interne sur des données de l'entreprise pour que ça soit valorisable. Et Danfoss, c'est un industriel danois, et finalement, ce n'est pas son cœur de métier de gérer la technologie. Et un des soucis qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas, au fur et à mesure que leurs besoins métiers grandissaient, avec de nouvelles spécificités, de nouvelles demandes, notamment de l'IA, on dit, nous, on n'a pas les skills, on n'a pas les gens avec le bon profil pour gérer tous ces environnements et surtout qu'on puisse nous dédier à notre cœur de métier. Donc, ils ont voulu des services complètement managés. Donc, en plus de la solution intégrée qu'on leur apporte, les personnes et toute la partie managée sur site, mais aussi sur leurs différentes usines. Et ils ont déjà vu des bénéfices. Depuis, ils ont pu créer beaucoup plus de nouveaux services qui sont en lien avec leur cœur d'activité. Le dernier élément, en date, qui lui est un sujet d'IA pur, c'est un grand acteur de l'énergie, qui a un problème, c'est qu'il est considéré comme étant le plus grand pollueur du monde. Donc il a un sujet de fond en ce moment. Et les analyses qu'il a pu faire sur des modèles d'IA qui leur permettaient d'anticiper la façon dont ils pouvaient exploiter, là on voit une éolienne, mais il y a d'autres sources d'énergie, d'exploiter mieux et en tout cas d'optimiser la façon dont ils travaillaient, ont été trouvées. Et il a fallu les mettre à l'échelle d'un groupe comme un WE, c'est plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est des milliers d'employés dans le monde entier. L'intégration en interne de ces modèles, aujourd'hui, leur permet de maîtriser le sujet pour qu'ils puissent être conformes à ce qu'on attend d'eux en termes de progression vers une empreinte carbone neutre. Donc ça alimente leur rapport et surtout, ça leur permet d'aller chercher les données chez eux en interne. On voit encore une fois un site de production vertueux, mais il y en a plein d'autres, et qui sont directement à la périphérie de leur data center. C'est calculé en local, ça remonte, ça leur permet des éléments. Donc là, c'est un cas particulier d'une mise à l'échelle d'une IA qui leur sert aujourd'hui concrètement à servir leurs intérêts en termes d'entreprise, en termes de projet d'entreprise. Il y a un élément fédérateur entre ces trois clients, en fait, dans ces trois cas, bien qu'on soit sur des industries qui sont complètement différentes. On s'est rendu compte que toutes ces décisions et toutes les analyses se sont faites à l'unisson entre les métiers et les DSI. C'est-à-dire que dès le départ, les besoins métiers étaient intégrés, écoutés, pour pouvoir mieux définir la feuille de route. Parce que souvent, et on en a parlé au début, c'est que comme ça ne va jamais assez vite, on a finalement un peu de shadow IT avec des business, des besoins métiers qui finissent par créer leurs propres environnements en silo. Et le problème, et notamment on voit ça énormément sur l'IA, ça marche très bien quand on est en phase de pilotage, de démarrage, de définition, de cas d'usage. Mais dès qu'on veut passer en production, ça ne marche plus. Et on se retrouve face à des points bloquants en termes de budget, en termes de faisabilité, comment ça s'intègre dans le socle technologique existant. Alors que si on arrive à monter ces besoins bien en amont,
dès le départ, dans la définition du socle technologique, je pense que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne et c'est important de forcer cette collaboration. C'est la raison pour laquelle ce que l'on souhaite aujourd'hui passer comme message, c'est penser votre trajectoire en intégrant y compris le moment où ce sera un succès, parce qu'évidemment le but c'est que ces innovations deviennent des succès, puissent être utilisées comme levier. Nous on est à votre disposition, il n'y a pas de barrière dans le sens où venez avec un cas d'usage, on pourra en discuter. Venez aussi nous dire éventuellement si vous avez des problématiques pour aller faire ces passages à l'échelle. On pourra en discuter avec vous, avec les gens qui doivent à la fin fournir la production informatique. On peut écrire la trajectoire, ça commence par là. Ce n'est pas grand-chose, entre guillemets. C'est un investissement de quelques heures qui permet de se dire « je suis sur une piste, je pense que c'est bénéfique pour mon entité, mon activité, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse la mettre en production à l'échelle. Voilà, quelle trajectoire il faudrait prendre ». Ce qui fait que vous arrivez non seulement avec une innovation, vous arrivez avec des KPI que vous allez pouvoir traiter, remplir, faire progresser, mais aussi avec un dossier qui montre que vous êtes capable de dire « je vais pouvoir le mettre en production de façon industrielle ». C'est la promesse qu'on peut vous faire aujourd'hui, c'est d'avoir les réponses aux questions qui peuvent se poser sur ce sujet, et c'est ce qu'on espère, ce dont on espère vous avoir convaincu. Je vous remercie. Ouais, merci. Et moi, juste pour ajouter aussi, c'est penser vraiment à participer à la définition de votre modèle opérationnel. Ça aura un impact sur les process, ça aura un impact sur les ressources, sur les personnes. Et c'est important de finir cette feuille de route en amont et ensemble. Merci à toutes et tous pour votre attention.